Derrière le rideau de fer du siècle dernier se cachaient de nombreux secrets, et les événements mystérieux qui se sont déroulés pendant 50 ans sont considérés par beaucoup comme des maillons d'une seule chaîne. L'écrasement d'un ovni, des combats aériens et des technologies extraterrestres reproduites sur la base militaire la plus secrète de l'ancienne Union soviétique, Kapustin Yar, constituent cette chaîne. Il existe une opinion selon laquelle c'est sur cette base qu'un événement exceptionnel s'est produit en 1948. Soudain, un vaisseau cylindrique est apparu au-dessus de l'objet russe le plus secret. Joseph Staline, qui s'intéressait aux appareils volants écrasés, était au courant des événements. Un des témoins affirme: Je sais que des ovnis ont visité Kapustin Yar. Cet endroit figurait en tête de la liste des objets surveillés. Que cache le fil barbelé à Kapustin Yar? Pour la première fois, des rapports classifiés sur cet événement présumé d'écrasement d'un objet non identifié sont révélés. La question est de savoir si ces événements ont aidé l'Union soviétique dans l'étude des technologies et s'ils ont gagné la course à l'espace. Un des experts note: Je suis sûr que les Russes ont fait tout leur possible pour reproduire des technologies qui auraient pu leur venir des Américains, des Allemands ou même des extraterrestres. Les auditeurs pourront entendre pour la première fois des enregistrements aériens de cette base soviétique ultra secrète. Des photographies de Kapustin Yar, prises d'en haut, n'ont jamais été montrées auparavant. Jetons un coup d'œil dans le profond bunker du centre de recherche sur les ovnis à Kapustin Yar, où les objets les plus inhabituels ont été enterrés dans le sol. C'est une sorte de secret dans le secret. L'incident survenu à Kapustin Yar en 1948 reste une énigme de l'époque soviétique, un événement que les chercheurs d'OVNI appellent encore le Roswell russe. C'est Kapustin Yar, l'un des objets ultra secrets situé à environ 100 km au sud-est de l'ancien Stalingrad et à 800 km au sud de Moscou. Créé sur ordre personnel de Joseph Staline, Kapustin Yar est devenu le plus ancien et le plus grand objet militaire russe de ce type. Au cours des 6 dernières décennies, des rumeurs contradictoires ont circulé sur ce qui s'y passait. Kapustin Yar a été et reste le premier polygone spatial russe situé dans la région d'Astrakhan, à l'embouchure de la Volga. Vladimir Semyonov, qui a travaillé au KGB pendant 26 ans, se souvient: à Kapustin Yar, tout était complètement secret. Rien de secret n'y était. Sergei Khrushchev, le fils de l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, ajoute: Moins d'un an après que la nouvelle du crash d'un ovni à Roswell ait fait la une des journaux du monde entier, un contact avec un ovni et un crash d'un vaisseau extraterrestre ont également eu lieu sur cette base russe. Le 19 juin 1948, en début de soirée, selon les rapports du contrôleur aérien surveillant l'espace aérien au-dessus de Kapustin Yar, un objet étrange apparaît à l'écran du radar. Au même moment, le pilote d'un MiG situé à 10 km de la base voit devant lui un grand ovni en forme de cigare de couleur argentée. Le pilote transmet à la base un message indiquant qu'il a été ébloui par un faisceau lumineux inhabituel. Les pilotes russes avaient rencontré des ovnis avant cette époque, notamment en 1948, et avaient même tenté d'attaquer, ce qui avait entraîné de gros problèmes. Il existe une hypothèse selon laquelle, sur ordre du commandant en chef des forces aériennes soviétiques Zygarev, le pilote a poursuivi l'OVNI pendant presque 3 minutes avant de tirer un missile qui a finalement abattu l'objet. Cependant, contrairement à Roswell, le rapport sur ce crash n'a pas fait la une des journaux. En 1948, un objet cylindrique est soudainement apparu au-dessus de la base secrète. Les MiG décollent en alerte et un combat aérien commence. Les pilotes russes font preuve d'une grande habileté dans leurs actions. Imaginez la scène. L'avion se positionne juste au-dessus de l'objet non identifié. Le MiG tire tous ses missiles et immédiatement, un faisceau de particules dirigées explose l'avion. Les rapports suggèrent que le pilote, ébloui par le faisceau, a perdu le contrôle de l'avion ou a été abattu par un objet volant à l'aide d'une arme non identifiée. Le pilote a péri. Quelle arme les extraterrestres utilisaient-ils? Avec quoi tiraient-ils? Il est possible que les Russes aient utilisé une arme à faisceau. Les installations sur le chasseur MiG étaient un ensemble d'armements standard de l'époque. Le pilote tirait à la fois avec des mitrailleuses et avec des roquettes primitives. Cependant, d'une manière ou d'une autre, ce MiG a réussi à percer le champ antigravitationnel entourant l'objet non identifié. L'appareil en forme de cigare n'a pas pu rester en vol plus longtemps et s'est écrasé au sol.
Cet événement a frappé beaucoup de monde. Les groupes de recherche russes étaient ravis lorsqu'ils ont réussi à récupérer le vaisseau spatial. Il a été placé dans des bunkers souterrains à Zhidkura et ainsi a commencé le programme secret russe d'étude des ovnis. Bill Burns, éditeur d'un magazine sur les ovnis, a noté que chaque pays cherche à obtenir une soucoupe volante et son arme fantastique. Stanton Friedman, physicien nucléaire et enseignant en ufologie, a ajouté que le crash de 1948 n'était qu'un des nombreux incidents étranges qui ont transformé Kapustin-Yar en une version mystérieuse de Roswell et de la zone 50 et 1. L'Union soviétique devait avoir ce que les États-Unis possédaient déjà. Ils avaient eu un crash à Roswell et ils disposaient de technologies qui avaient été développées au début des années 60. Les Russes n'avaient pas cela, et ils cherchaient des moyens de les obtenir. Les Russes acquéraient ces technologies lors d'opérations dangereuses, envoyant des pilotes de leurs MiG chasser des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Cela était considéré comme un jeu équitable. Depuis sa création au début des années 40, Kapustin-Yar était enveloppé d'un voile de secret. Les meilleurs concepteurs soviétiques, scientifiques et spécialistes militaires y étaient envoyés pour développer des technologies secrètes de la guerre froide et des armements. Sergei Khrouchtchev, fils de l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, a partagé qu'il avait passé des mois et des années à Kapustin-Yar, travaillant sur les essais de missiles de croisière conçus pour les sous-marins soviétiques. Kapustin-Yar était l'un de ces sites dont les photographies étaient en priorité recherchées par le renseignement américain. On y testait 3 types d'armements, des missiles solaires, des missiles balistiques sol-sol et des missiles qui étaient lancés dans les airs. Les 3 types d'armes étaient concentrés au même endroit. La construction de la base était entourée du plus strict secret. Lorsque les militaires soviétiques décidèrent qu'une petite ville située à proximité était trop proche de la base, sa population fut évacuée et la ville elle-même disparut tout simplement de la surface de la Terre. Cette ville s'appelait Jitkour. Elle se trouvait à seulement quelques kilomètres de la base d'essai de Kapustin-Yar. Les Russes ont probablement décidé qu'il valait mieux éliminer la ville pour que ses habitants ne voient pas ce qui se passait. De nombreux chercheurs pensent que le nom Jitkour a été transféré à un centre souterrain classé secret pour l'étude des ovnis, situé près de Kapustin-Yar. À Kapustin-Yar et Jitkour, des objets volants non identifiés accidentés et des corps d'extraterrestres étaient conservés. Jitkour est devenu l'analogue de la zone 50 et un à la base de l'Air Force Nellis sur le lac Groom au Nevada. Différents pays conservent des technologies OVNI dans des endroits spéciaux classés secrets et tentent de les déchiffrer pour comprendre ce que c'est et comment cela peut être reproduit. Cependant, longtemps avant le crash de 1948, le territoire autour de Kapustin-Yar et le ciel au-dessus de la Russie étaient des lieux où se produisaient de nombreux autres contacts avec des ovnis, détaillés dans des documents. Certaines données remontent à une époque où l'Union soviétique n'existait pas encore. La Russie possède un immense territoire et des ovnis y ont été observés pendant des milliers d'années. Paul Stonehill, co-auteur du livre OVNIs en URSS, a mentionné l'une des observations les plus célèbres, réalisée par le voyageur Ibn Fatlan en 950 de notre ère. Lui et ses compagnons ont remarqué dans le ciel des objets étranges qui les ont profondément effrayés. Les habitants locaux se moquaient simplement des rumeurs concernant des créatures célestes mystérieuses, affirmant que de tels phénomènes se produisaient assez souvent. Ces événements ressemblaient à des batailles d'un film moderne Guerre des étoiles. La légende dit que ces captivantes batailles aériennes donnaient aux guerriers arabes la force et le courage de vaincre leurs ennemis le lendemain. Au XVIIe siècle, la Russie a connu un afflux significatif de témoignages sur des ovnis. Les objets décrits par les témoins ressemblaient à des comètes sous forme de boules de feu. L'un de ces objets est apparu au-dessus d'un des lacs du Nord. Le 15e jour d'août 1663, un bruit fort a retenti du ciel. D'un ciel clair, une énorme boule de feu est descendue sur le lac Rob, précédée de 2 rayons de feu. La boule a volé du sud vers l'ouest sur une distance d'environ 500 mètres avant de disparaître, mais elle est rapidement revenue. Elle a plané au-dessus du lac Rob pendant 1 heure et demie, inspirant la terreur à ceux qui l'ont vue. Selon d'autres récits, des pêcheurs ont été brûlés par le feu, et des poissons enflammés étaient rejetés sur la rive, tentant de se cacher de la boule menaçante. Les observations de boules de feu sur le territoire de l'Union soviétique, aujourd'hui Fédération de Russie, étaient effectivement très élevées.
Environ la moitié de toutes les observations concernaient des boules lumineuses ou des ovnis en forme de boule. En 1892, un autre spectacle extraordinaire s'est produit au-dessus de Moscou. Un des témoignages de témoins a été publié dans le journal russe Svet le 17 mars. Des rayons de lumière, dirigés directement vers le sol, formaient un faisceau conique de la couleur d'une flamme ordinaire. Ces rayons brillants pouvaient être comparés en intensité à des lampadaires électriques de rue. Le point d'où ils émanaient est resté immobile, et les rayons étaient visibles pendant 20 à 25 minutes. Pendant des siècles, les énormes boules de feu apparaissant au-dessus de la Russie ne pouvaient être comparées en termes d'échelle et de puissance destructrice à l'événement de 1908 sur la rivière Tunguska. Selon l'une des hypothèses, ce n'était pas un corps météoritique, mais un vaisseau spatial d'extraterrestres. Un énorme objet des profondeurs de l'espace est entré dans le système solaire et a traversé l'atmosphère de la Terre. La chute s'est produite dans la lointaine Sibérie en 1908, provoquant une puissante explosion. Le 30 juin 1908 à 7 heures du matin, la forêt endormie de Tunguska a été secouée par une détonation assourdissante qui a fendu le sol. Sa puissance était comparable à celle de 40 bombes à hydrogène. D'énormes arbres se brisaient comme de fins bâtons lorsque l'explosion ravageait la dense forêt. Les conséquences de cette explosion se faisaient sentir même en Europe de l'Ouest. Au début, personne ne doutait qu'il s'agissait d'une collision avec un gigantesque météorite. Cependant, certains chercheurs exprimaient des doutes. L'un d'eux, partageant ses réflexions, a noté: personnellement, je ne voudrais pas voir là une démonstration de ce dont Mère Nature était capable. Il n'y a aucun principe intelligent dans ce qui s'est passé. Ce n'était pas une fusée. Ce n'était pas une bombe lancée par des extraterrestres essayant de nous montrer qu'ils nous observent. Nous, les terriens. Néanmoins, les chercheurs en ovni se posaient alors la question: si cette explosion dévastatrice a été causée par un météorite, pourquoi n'y a-t-il pas de cratères à Tunguska ou à proximité? Ce fait reste difficile à expliquer pour les scientifiques jusqu'à présent. Certains qualifiaient cet événement d'explosion, d'autres d'implosion. Des kilomètres entiers de forêts de taïga ont été détruits et l'explosion elle-même a provoqué des changements dans le champ magnétique de notre planète. La science académique, bien sûr, adhérait à la théorie selon laquelle le corps de Tunguska n'était rien d'autre qu'un météorite ordinaire qui a brûlé dans les couches denses de l'atmosphère. Cependant, de nombreux faits indiquaient que le corps effectuait un vol intentionnel et contrôlé. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer un tel niveau de dévastation tout en ne laissant aucun cratère? Des chercheurs modernes en ovni soupçonnent que l'explosion de Tunguska n'a pas été causée par la chute d'un météorite. Il existe une opinion selon laquelle Joseph Staline liait cette explosion à des ovnis, testant une sorte d'arme expérimentale. Staline s'intéressait à la collecte d'informations pour déterminer si les ovnis représentaient une menace immédiate pour la sécurité de l'Union soviétique. Il a invité plusieurs scientifiques célèbres, comme Sergueï Korolev, pour l'aider à se faire sa propre opinion sur la question. Korolev, l'un des scientifiques soviétiques les plus connus et père du programme spatial russe, s'est donné pour mission de percer le mystère du météorite de Tunguska. Il a financé une expédition sur le site de la chute, organisant une mission en hélicoptère dans la région de Tunguska à ses propres frais. Malgré le fait que Korolev n'ait jamais rencontré Staline, certains chercheurs ont tenté de prouver le contraire, mais n'ont trouvé aucune trace ni confirmation. Staline, apparemment, doutait déjà qu'il s'agisse d'une météorite et supposait qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial. Les chercheurs devaient trouver des fragments, si c'était vraiment un vaisseau, et tenter de les reproduire à des fins militaires. Korolev a découvert qu'à Tunguska, de nombreuses conséquences de l'explosion étaient encore visibles. Cependant, la découverte la plus choquante était des fragments métalliques, radioactifs sur le site de l'explosion, qui n'étaient caractéristiques ni des astéroïdes ni des météorites. Le lieu de la chute de la météorite de Tunguska, si l'on prolongeait la ligne de son mouvement, menait à un objet intéressant que les amphibiens russes appellent le cimetière du diable. Ce sont des champs d'un diamètre d'environ 300 mètres, où aucune plante ne pousse et où les animaux meurent constamment. Au centre se trouve une grande dépression, une cuvette d'environ 50 mètres. Ici, le fond radioactif est constamment élevé et des choses très incompréhensibles se produisent. Il existe des légendes selon lesquelles Korolev aurait informé Staline en privé
que la cause de l'explosion à Tunguska était en effet un ovni, dont les fragments sont encore éparpillés dans la taïga. Cependant, dans son rapport officiel ultra secret, Korolev a donné une autre explication. L'explosion à Tunguska était le résultat de la chute d'une gigantesque météorite. Il était important de savoir si cette information servait les intérêts de la bureaucratie. Si oui, tant mieux. Sinon, cette information n'existait tout simplement pas. Certains supposent que les débris radioactifs de Tunguska ont été transportés dans la partie souterraine de la base de Kapustin à Jitkour. Chaque pays garde les technologies OVNI dans des lieux secrets, et l'Union soviétique conservait principalement tout à Jitkour, où les scientifiques essayaient de comprendre de quelle technologie il s'agissait et comment les utiliser. La sécurité autour de cette base était à son plus haut niveau, allant jusqu'à tirer à vue. Les scientifiques staliniens ont-ils utilisé les débris d'OVNI pour développer leur programme spatial et le système de défense antimissile naissant? À la tête de ce programme se trouvaient plusieurs personnes qui faisaient vraiment avancer la science spatiale. Fred Kulik de l'Institut de technologie de Californie note que les scientifiques de ce programme étaient directement subordonnés à Staline, puis à Khrouchtchev. Il est rapporté que, dans la quête des technologies des ovnis qui pourraient aider à gagner la course spatiale contre l'Amérique, la haute direction militaire de l'Union soviétique a ordonné aux pilotes de MiG de détruire des objets volants non identifiés, comme cela avait été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est produit juste avant le crash à Rousky-Roseville en 1948. À partir de ce moment, ils ont été confrontés à deux problèmes concernant les ovnis. Le premier était le désir d'acquérir de nouvelles technologies pour devancer les autres avec leur technologie de vol. La nécessité d'une préparation militaire constante était d'une importance critique, car il existait une menace que des extraterrestres puissent entreprendre quelque chose de nouveau. Dans un contexte de tension croissante, les Russes n'avaient d'autre choix que d'envoyer leurs pilotes pour intercepter les ovnis. Avec la diffusion d'informations selon lesquelles les débris de Tunguska et le crash de 1948 étaient à l'étude à Chitkour, les adversaires de la Russie pendant la guerre froide ont commencé à manifester un intérêt croissant pour ce qui se passait au-dessus et en dessous de la base militaire secrète. En 1950, des agents de la CIA en Union soviétique ont signalé des observations d'OVNI, ce qui a attiré l'attention des autorités américaines sur les événements en URSS. Au début de la guerre froide, le site d'essai militaire soviétique de Kapustin Yar est devenu un centre d'activité secrète lié au développement des dernières armes et fusées. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la bombe atomique a été créée, les Russes n'ont pas réussi à développer des armes nucléaires compactes, ce qui les a contraintes à construire de grandes fusées pour transporter de lourdes bombes. Alors qu'aux États-Unis, il a été possible de réduire la taille de la bombe et des fusées, les Russes ont continué à s'appuyer sur de grandes fusées, ce qui a également donné le coup d'envoi de leur programme spatial. En 1951, un document inquiétant a été trouvé, rapportant des progrès significatifs des Russes dans la création d'armes nucléaires et de moyens de livraison au cours des 18 derniers mois. Au début des années 1950, des rumeurs sur l'activité des ovnis et des expériences à Kapustin Yar ont commencé à filtrer au-delà des frontières soviétiques. Ces nouvelles alarmantes ont peut-être poussé les États-Unis à déterminer si l'Union soviétique avait acquis des technologies d'OVNI. Kapustin Yar et Chitkour sont devenus des centres d'attention tant pour les militaires soviétiques qu'américains. Alors que l'attention des militaires américains était concentrée sur des bases telles que la zone 50 et Los Alamos, Kapustin Yar figurait parmi les sites surveillés par les agences de renseignement des États-Unis en Russie. Cela est confirmé par des documents récemment déclassifiés qui montrent un intérêt constant pour ce qui se passait sur ce site. Dans ces années-là, les États-Unis ont développé leur avion de reconnaissance le plus perfectionné à l'époque, U-2. Sa première mission de combat a été précisément Kapustin Yar. Il est possible que ces photographies, prises depuis le U-2, soient montrées pour la première fois en dehors de la CIA. Ces images, qui n'avaient jamais été présentées auparavant, permettent d'examiner en détail la base militaire secrète. En étudiant les photographies et en explorant cet objet, il est devenu possible de se faire une idée de ce qui se passait sur les sites d'essai. Les Russes n'expérimentaient pas seulement ici des technologies de missiles, mais formaient également du personnel. Sur ce site, des exercices de missiles, des préparations pour des essais et des lancements d'essais avaient lieu en permanence. Selon un rapport conjoint des renseignements de la marine et de l'armée de l'air
daté du 1er décembre 1960, Kapustin Iyar représentait un complexe militaire d'essai d'une superficie de 3600 km². Il était caractérisé comme un lieu d'un intérêt intense de la part des services de renseignement. À cette époque, il comprenait au moins 4 complexes de lancement de missiles balistiques, 14 rampes de lancement, une installation radar de suivi précis et 3 pistes d'atterrissage. Ce que l'avion de reconnaissance U-2 n'avait jamais pu observer, on peut maintenant le voir dans un voyage souterrain exclusif à travers un objet qui, peut-être, était le cerveau de toute l'activité soviétique dans le domaine des ovnis. Un voyage à travers Jitkour. Cette version, basée sur des rapports et des dessins du spécialiste russe des ovnis Anton Anfalov, représente probablement la première tentative de lever le voile sur la mystérieuse installation qui s'étend sur 400 mètres dans les entrailles de Kapustin Yar. Imaginez que vous êtes entré dans le laboratoire russe le plus secret consacré aux ovnis. Il n'y a ni éclat ni éclairage brillant. Tout est humide, sombre et sale. L'espace est divisé en de nombreuses pièces isolées et le laboratoire ressemble à un centre commercial souterrain. À l'intérieur, il y a des salles où des technologies inhabituelles sont séparées et à nouveau assemblées. Dans l'une des pièces vers lesquelles mènent tous les couloirs, des autopsies post-mortem de corps d'extraterrestres sont réalisées. Dans une autre pièce, des moteurs sont reconstruits. Il y a des machines fantastiques, ressemblant à des constructions de Rube Goldberg destinées à tester divers composants. Et enfin, vous entrez dans d'énormes hangars souterrains. La première chose qui frappe, c'est l'absence d'avion. À la place, il y a de longs appareils cylindriques en forme de cigare, présentant divers degrés de dommages, tous ayant subi un crash. Une question se pose. Était-ce cet endroit secret où étaient conservés les débris de l'accident à Rouski-Rosval en 1948? Les débris du OVNI de Tunguska étaient-ils là? Vladimir Semyonov, qui a travaillé au KGB pendant 26 ans, note que les rumeurs sur les ovnis capturés ne peuvent pas être réfutées. L'Union soviétique s'efforçait de ne laisser aucune trace après ces essais secrets, mais ils auraient pu déclarer: oui, nous avons capturé des ovnis, nous avons entre nos mains des technologies extraterrestres. Cependant, selon lui, il est incompréhensible pourquoi ils continuent à maintenir un tel secret avec tant d'acharnement, bien que d'autres pays restent également silencieux. Semyonov suppose que sur ce site expérimental protégé, il pouvait travailler à la récupération des technologies des ovnis, afin de les utiliser ensuite contre les États-Unis. Si Kapustin Yar est un lieu où se concentrent des recherches avancées dans le domaine de la construction de fusées, de l'aviation, de l'armement et des armes laser, il est tout à fait naturel de s'attendre à ce que des recherches sur les ovnis, y compris les modèles les plus récents, y soient également menées. Il ajoute que dans ce cas, des bases souterraines et une protection contre l'intrusion d'avions, en particulier de tels que le U-2, sont nécessaires. Un autre point mystérieux lié à Kapustin Yar est la présence de nombreux dessins étranges sur le sol. Certains chercheurs suggèrent que Staline et Korolev, pour des raisons stratégiques, ont placé ces dessins pour attirer l'attention sur la base. Il existe une opinion selon laquelle les Russes auraient pu emprunter cette idée aux civilisations anciennes, dont les pyramides étaient construites dans un ordre géométrique particulier, censé attirer des habitants d'autres mondes. Si l'on regarde Kapustin Yar d'en haut, on voit de nombreux objets et marquages qui pourraient sembler avoir été transférés d'une autre planète à un observateur non préparé. Ces dessins ressemblent à ceux que l'on peut voir en Amérique du Sud dans la culture maya ou aux mystérieux cercles dans les champs cultivés. Semyonov se demande s'il existe un lien entre les rapports sur les accidents d'OVNI et le programme de recherche ultra secret. Comment l'Union soviétique a-t-elle réussi à démontrer visuellement ses réalisations à Kapustin Yar? Maintenant, la jeunesse russe a une nouvelle date mémorable, le 4 octobre, le jour où le premier satellite de la Terre a été lancé. En 1957, dans le cadre du programme spatial soviétique, le lancement réussi en orbite du premier satellite artificiel a eu lieu. Dans l'histoire de notre planète, aucun autre événement n'a captivé autant l'imagination d'un si grand nombre de personnes que ce premier pas dans l'espace. 4 ans plus tard, les Russes ont de nouveau devancé les Américains en lançant Yuri Gagarin, qui a effectué le premier vol orbital d'un homme autour de la Terre. 2 réalisations qui ont propulsé l'Union soviétique en avant dans la compétition acharnée pour l'espace sont devenues des moments emblématiques de l'histoire. L'Union soviétique a été la première
Et au cours des 10 années suivantes, elle a devancé les États-Unis dans toutes les étapes spatiales. Le premier homme dans l'espace, la première femme dans l'espace, le premier amarrage en orbite, tout cela s'est produit avant 1981, lorsque les Américains ont pu lancer la navette. Il existe des suppositions selon lesquelles les Russes ont utilisé toutes les possibilités pour reproduire des technologies qui auraient pu être obtenues des Américains, des Allemands ou même d'extraterrestres. Le principal spécialiste russe des ovnis est devenu un homme si légendaire qu'il est reconnu simplement par son nom de famille, Aja Ja. Un groupe américain filme pour la première fois le site d'atterrissage d'un ovni qui est devenu populaire au sommet de l'intérêt pour les ovnis en Union soviétique à la fin des années 60 et dans les années 70. À cette époque, la discussion sur ce sujet n'était pas interdite, mais elle n'était pas non plus encouragée. Ajaja a invité l'équipe de tournage de la chaîne Hysteria à une visite exclusive du lieu où, selon les rumeurs, un autre crash d'OVNI s'était produit, situé près du soi-disant Roswell russe, connu pour les événements de 1948. En utilisant 2 tiges en cuivre, il commence à vérifier le champ énergétique environnant, qui est encore problématique sur le site du crash. Voici un signe négatif. Là-bas, là, c'est à cet endroit que la soucoupe volante a atterri, dit-il en pointant fermement le sol. Il continue. Ensuite, je vais passer à travers, puis je vais passer en diagonale. Je vais vers le centre. Voici le centre. Au centre, une végétation luxuriante est visible. Et surtout, les baguettes montrent un signal positif. Ajaja poursuit son enquête. Allons plus loin pour déterminer la frontière. Ici, les baguettes sont neutres. La deuxième partie de la frontière. D'ici jusqu'à là-bas, il contourne une forme en cigare mesurant 30 mètres sur 6, supposant qu'un ovni s'est posé d'urgence ici en 1961. Positif, positif, très positif, regardez comme ça tourne, très positif, ajoute-t-il, enregistrant ses observations. Il remarque, oui, c'est-à-dire que c'est une énergie inconnue qui, comme vous le montrez, a un effet négatif sur l'homme. Le pouls change, le rythme cardiaque augmente, il y a un essoufflement et il y a de la transpiration. Restez plus longtemps, car c'est déjà nuisible. D'accord? Allons-nous d'ici vers un environnement normal, là où aucune force inconnue n'a d'influence sur nous. Son récit de cet accident est confirmé par une résidente du village voisin de Skodnia. Elle partage sa version de l'apparition d'un ovni qu'elle a vu par la fenêtre de sa maison, située à moins de 200 mètres du lieu de l'incident. Il était environ 4 heures de l'après-midi, dans la seconde moitié de la journée, et tout à coup, ma mère a crié: «Regardez, quelle boule a volé, vraiment si grande, c'est probablement une soucoupe. Voilà, une grande boule enflammée, rouge, qui a volé.» Elle venait de là, à travers la voie ferrée, et descendait dans la vallée de la rivière Soukissi. Les experts et collègues d'Adajadi estiment que des événements comme cet accident, ainsi que celui de 1948, ont ouvert la boîte de Pandore au-dessus de Kapustin Yar, provoquant ce que certains appellent une guerre dans le ciel au-dessus de la Russie. Nous recevions des ordres de la Terre, qui protégeaient aussi leurs espaces aériens, où l'OVNI menait une attaque intimidante, note l'un des chercheurs. Les combats aériens avec des ovnis sont les plus intéressants dans ces histoires. J'ai lu plusieurs témoignages à ce sujet, certains décrivant en détail des articles de combat, et c'est très intéressant, dit l'un des experts. Peut-être la preuve la plus convaincante des affrontements entre les MiG soviétiques et les ovnis au-dessus de Kapustin Yar peut être obtenue de première main de la plus célèbre des pilotes d'essai soviétiques, Marina Popovich. Elle, héroïne nationale et pilote d'essai, raconte qu'elle a elle-même été témoin des combats entre les pilotes soviétiques et les ovnis. En 1964, lors d'une opération d'entraînement des forces aériennes soviétiques, le commandant d'escadrille et pilote instructeur, volant avec un élève, a été confronté à une attaque inattendue d'un objet non identifié. Plus tard, en février 1980, le colonel Popovich, participant à une expédition militaire secrète, a rencontré de nombreux objets non identifiés dans le ciel au-dessus de la Russie. Il les décrivait comme 3 lumières étonnantes formant un triangle. Ces événements ont été documentés dans un livre, où il était également mentionné comment les objets s'éloignaient d'eux. Un autre pilote d'essai, le colonel Vyatkin Lev Mikhailovitch, a accepté pour la première fois de donner une interview. Il a raconté l'incident du 17 août 1967,
lorsque son MiG a été soudainement pris en chasse dans les airs par un objet volant non identifié. Vyatkin exécutait un virage à gauche lorsque, au-dessus de lui, un grand disque a éclaté. Il a réussi à enlever le roulis, mais l'aile de l'avion a été secouée et les instruments ont commencé à clignoter. Le colonel Vyatkin a remarqué que l'aile de son avion brillait, et pour comprendre cela, il a ordonné de la laver avec du kérosène. Heureusement pour le colonel Vyatkin, sa rencontre avec un objet non identifié au-dessus de Kapustin Yar dans les années 60 ne s'est pas terminée aussi tragiquement que la célèbre collision de 1948 dans le même ciel. Il était perplexe, surtout frappé par le fait que le faisceau émanant de l'objet s'est avéré solide. Alors que les rapports des citoyens et des militaires continuaient d'affluer vers le gouvernement, le KGB s'occupait de dissimuler les faits, forçant les témoins au silence et imposant des interdictions de publication. Les services de renseignement ont préparé un rapport officiel sur l'activité des ovnis en URSS, connu sous le nom de dossier bleu du KGB. Comme l'a noté l'un des experts, les Américains ne pourraient jamais comprendre cela. Pour réaliser la puissance du KGB, il fallait être à l'intérieur de cette organisation. À l'époque de Staline, le KGB avait un pouvoir incroyable. Dans le dossier bleu, des matériaux ont été rassemblés et étudiés sur une période de 20 ans, du milieu des années 60 au milieu des années 80. Ce document est devenu le résultat d'une des enquêtes les plus vastes dans le domaine des ovnis et se compose de 124 pages dont l'accès a été ouvert en 1990. Beaucoup sont convaincus que ce n'est pas tout ce que le KGB avait. Dans le dossier bleu, des milliers de rapports sur l'apparition des ovnis, leur interaction avec les militaires et les crashs de ces objets sont rassemblés, tous décrits dans les moindres détails. Selon les documents du dossier bleu, le 21 mars 1990, entre 10h et 11h30 du soir, les habitants de dizaines de villes russes situées près de Kapustin Yar ont été témoins de l'apparition d'ovnis. Dans l'un des rapports écrits d'un officier du KGB, il était noté qu'un nombre significatif d'habitants des villes environnantes observaient l'apparition d'ovnis, dans certains cas même de 2 objets. Un témoin décrivait comment un faisceau de lumière émanait de l'objet, illuminant la surface terrestre. Compte tenu de la multitude de rumeurs et de conversations sur les ovnis, le gouvernement devait tôt ou tard s'adresser à ses services spéciaux avec la question : que se passe-t-il ? Expliquer. C'est pourquoi le KGB a été contraint de créer ce dossier avec les témoignages de témoins oculaires qui avaient réellement vu quelque chose ou pensaient avoir vu. Certains se demandaient si l'incident de 1990 pouvait être un simple lancement d'essai depuis Kapustin Yar ou s'il s'agissait d'un autre incident lié aux ovnis. Si l'Union soviétique ne s'était pas effondrée au début des années 90, il est possible que les témoignages troublants de contacts de premier degré à Kapustin Yar et autour de celui-ci soient restés un autre secret dangereux de l'époque soviétique. Avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Si l'on parle avec la génération plus âgée, alors bien sûr, il ne peut y avoir aucune conversation sur ce sujet. Mais de nos jours, tout est absolument différent. La génération plus jeune vit dans une autre société et pense qu'elle a beaucoup plus de liberté. Cette nouvelle liberté en Russie a aidé les producteurs de l'émission à obtenir par des canaux officiels des images militaires soviétiques que vous allez maintenant entendre. Dans les années 50 et 60, les militaires soviétiques ont été confrontés à une série d'accidents lors du lancement et des essais de fusées. Sur une base secrète, les catastrophes se succédaient. La question demeurait: s'agissait-il d'incidents ordinaires ou de représailles d'ovnis ? Parmi de nombreuses rumeurs, l'une d'elles a attiré l'attention. On disait que 4 fusées soviétiques avaient été détruites sur leur rampe de lancement par des extraterrestres, alors que les Russes continuaient à tenter de faire tomber des soucoupes volantes. Sur la pellicule, qui a été cachée pendant 45 ans, un opérateur militaire soviétique a capturé les débris de 2 ovnis sous forme de boules de feu. Selon les rapports, elles se sont écrasées à Kapustin Yar tôt le matin du 3e juin 1960. Personne n'ayant pas de lien avec les militaires et le KGB n'aurait jamais su ce qui était enregistré sur cette pellicule. On entend les cris de 3 pompiers s'échappant d'une massive boule de feu qui, selon les rapports, continuait à se dilater, provoquant de nouvelles puissantes explosions dans la région pendant 1 heure. On pense qu'un des ovnis a détruit 3 fusées soviétiques sur leur rampe de lancement, tandis qu'un autre a frappé un entrepôt de carburant de fusée et l'a détruit.
Tout cela se passait à quelques mètres de Gitcourt, un site souterrain consacré à l'étude des ovnis. Les débris des deux présumés ovnis survivants de l'incident ont été rapidement transférés de la base à Gitcourt. En imaginant que la Terre pour les extraterrestres pourrait être une colonie sous-développée, on peut supposer qu'ils ont besoin de nos ressources. Tout comme les États-Unis et l'Union soviétique se battaient pour divers territoires, les extraterrestres pourraient également se battre pour la Terre, tout comme les États-Unis et l'URSS étaient en conflit pour le pouvoir. À l'époque de Staline et juste après, discuter de tels sujets était interdit. Personne n'était autorisé à en parler. À cette époque, même tenter de discuter de telles questions pouvait vous mener derrière les barreaux ou exiler en Sibérie. Peut-on expliquer toutes ces observations d'OVNI et les preuves présentées de leur existence de manière logique? Ces événements étranges se produisent-ils vraiment en Russie? Oui, pense Kim Murphy, reporter du plus grand journal américain. En mai 2005, la nouvelle qu'un lac, situé à 3 heures de route de Moscou, avait tout simplement disparu, a atteint le bureau moscovite du Los Angeles Times. Kim Murphy s'est rendue sur place après avoir entendu parler de cette mystérieuse disparition. Elle a déclaré : « Je ne crois pas à cette histoire, cela n'arrive pas. » Cependant, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux quelques jours plus tard, à la une du journal du 27 mai 2005, elle a décrit comment elle avait découvert un énorme trou dans le sol. Ce qui s'était passé n'avait été vu que par une seule personne. Il a décrit la disparition du lac comme un terrible tourbillon, lorsque l'eau s'est enfoncée sous terre très rapidement, ne laissant qu'une dépression. Des lacs qui disparaissent, des boules de feu dans le ciel, des rapports d'attaques de ovnis en forme de cigares. La Russie continue d'être un pays de mystères incroyables. Les travaux secrets à Kapustine Iyar et à Gitcourt continuent encore aujourd'hui, et la base reste une sorte de paratonnerre pour les ovnis. Selon un chercheur, un autre crash s'est produit à Kapustine Yar en 1989 et en 1997, des débris d'un crash d'ovni en Pologne ont été envoyés à Kapustine Yar pour analyse. Les récentes actions politiques du président russe Vladimir Poutine ont conduit certains en Occident à accuser son gouvernement d'ériger un nouveau rideau de fer. En observant la situation, certaines personnes commencent à s'inquiéter de plus en plus, considérant que la Russie de Poutine est un État plus autoritaire que la Russie de Helsinki. Kim Murphy souligne que les informations sur les ovnis parviennent aujourd'hui de Russie avec beaucoup plus de difficultés qu'il y a quelques années. Dans une société ouverte, il n'y a pas de moyen de contrôler les secrets d'État. Poutine, ancien du KGB, observe comment une masse d'informations et de technologies précieuses s'échappe vers d'autres mains. La Russie devient un pays de plus en plus fermé, surtout sur les questions concernant les ovnis. Le voile de secret sur le laboratoire souterrain et le stockage dans cette zone légendaire russe, connue sous le nom de 51, pourrait rester impénétrable encore longtemps. Nous commençons à peine à percer le mystère de l'histoire mystérieuse de Roswell russe. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et comme on dit, voir c'est croire.